Délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule. Mobilisation. L'an 1914 et le 2 août, à 8h du matin, le conseil municipal s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence de monsieur Laurent Gandolf, maire. La séance ouverte, monsieur le maire dit d'une voix émue. Devant la brutale agression de l'Allemagne, la France a dû procéder à sa mobilisation générale qui a commencé ce matin. Dans les graves circonstances que nous allons traverser, chacun de nous fera son devoir de bon patriote. Néanmoins, il est indispensable de prendre, dès aujourd'hui, toutes les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et le maintien public, ainsi que le ravitaillement de la population. Le Conseil, oui, les explications de monsieur le maire, adresse ses encouragements à ceux de ses membres qui viennent de rejoindre leur corps, ainsi qu'à tous les hommes mobilisables de la commune qui vont défendre le sol sacré de la patrie contre l'envahisseur. Décide d'organiser d'une façon sérieuse la garde civile déjà créée et de provoquer de nouvelles adhésions pour assurer d'une façon efficace le maintien de l'ordre public. Charge monsieur le maire de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le ravitaillement des habitants de la commune et d'empêcher les accaparements qui amèneraient inévitablement la hausse des denrées alimentaires. Fait et délibéré à Mandelieu. Fonds des archives municipales de Mandelieu-la-Napoule. Fonds Charles Massonnet. Souvenirs de guerre, 1914-1918. Extrait du journal d'un combattant de la Grande Guerre, au front de février 1915 jusqu'à sa démobilisation de mars 1919. Ce cahier est la copie exacte de mon journal de guerre, qu'il soit pour ma chère fille Suzanne, pour son mari, pour ses enfants à venir, un précieux souvenir, qu'il lui inspire l'horreur de la guerre, l'amour de la patrie, de la famille et du sol natal. Pour un 14 juillet, c'est un joli feu d'artifice. À 3h, nous rejoignons la compagnie et nous postons au créneau. Après nos allées et venues de la journée et de la nuit précédente dans l'eau et la boue, nos uniformes neufs sont complètement couverts de boue, jusqu'au-dessus de nos képis. Nous sommes tous méconnaissables. Notre pain, nos biscuits, café, tabac, etc., tout est fondu, détrempé par le déluge de la nuit précédente. Je viens d'écrire à ma chère petite Blanche. Pendant que je lui écris, je suis éclaboussée 3 fois par les cailloux et les mottes de terre soulevés par les obus. Je lui dis que je suis à l'abri pour la rassurer. Mais dans quel abri fragile? Paris peut fêter ses soldats et ses blessés. Ce sont des héros et des martyrs. Celui qui n'est jamais venu aux tranchées ne peut se rendre compte de l'énergie qu'il faut pour surmonter la fatigue morale et physique qu'on a à supporter. Pour ma part, je dors à peine 4 heures par jour, et dans quelle position? Accroupi sur moi-même, les jambes repliées, à même sur la terre humide et dans des espaces étroits. 17 juillet. Malgré la ruine et la dévastation qui règnent en ce lieu maudit, les petits oiseaux chantent dès le jour naissant. Cette journée est une véritable journée de carnage. Les bombardements des 3 jours précédents étaient bien le prélude d'une forte attaque que nous avons dû subir. À 3h du matin, le bombardement ennemi recommence, plus violent, formidable. C'est un véritable déluge d'acier, de mitraille, de terre et de bois déchiquetés. Les parois des tranchées et de nos gourbies tremblent et paraissent à chaque instant vouloir s'écrouler. Des obus de tout calibre, des shrapnels pleuvent littéralement. C'est un bruit épouvantable duquel on distingue vaguement le miaulement des 75. À 5h, les Allemands sortent de leurs tranchées, escaladent les pentes raides du ravin, l'envahissent de toutes parts. La fusillade fait rage, les mitrailleuses égrènent rapidement leurs balles meurtrières. Les bombes éclatent sinistrement. L'ennemi continue son avance, nous causant des pertes assez sérieuses en morts, blessés et prisonniers. Néanmoins, nous tenons toujours et les renforts arrivent à notre secours. Le combat change alors de face, les Boches reculent légèrement d'abord, puis au pas de gymnastique ensuite. Mais nos mitrailleuses sont là, qui les fauchent impitoyablement comme des épis. Ensuite, c'est la charge à la baïonnette, le combat corps à corps. Les cadavres,
jonchent les pentes du ravin et 200 prisonniers restent entre nos mains. Enfin, les derniers coups de feu éclatent de ci, de là, et le calme, un calme relatif, revient peu à peu. L'après-midi se passe sous un bombardement peu violent. Le soir, il nous faut quitter nos positions de soutien pour aller en première ligne et, pour faire peu de chemin, il nous faut faire un grand détour. Cela est encore pénible dans l'état de fatigue morale et physique à la suite de ces 5 terribles jours. Dimanche 18. Quand le jour se lève, je m'aperçois que j'ai comme compagnon un cadavre en putréfaction, tout près de moi, sous le parapet, à portée de main. Des milliers de mouches volent autour de ce malheureux, se posent sur moi et tombent même dans mes aliments pendant que je mange. Extrait du roman de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Et finir, enterré vivant, à quelques encablures de la fin de la guerre, franchement, ce serait vraiment la cerise. Pourtant, c'est exactement ce qui va arriver. Enterré vivant, le petit Albert. La faute à pas de chance, dirait sa mère. Le lieutenant Pradel s'est retourné vers sa troupe. Son regard s'est planté dans celui des premiers hommes qui, à sa droite et à sa gauche, le fixent comme s'il était le Messie. Il a hoché la tête et pris sa respiration. Quelques minutes plus tard, légèrement voûté, Albert court dans un décor de fin du monde, noyé sous les obus et les balles sifflantes, en serrant son arme de toutes ses forces, le pas lourd, la tête rentrée dans les épaules. La terre est épaisse sous les godillots, parce qu'il a beaucoup plu ces jours-ci. À ses côtés, des types hurlent comme des fous pour s'enivrer, pour se donner du courage. D'autres, au contraire, avancent comme lui, concentrés, le ventre noué, la gorge sèche. Tous se ruèrent vers l'ennemi, armés d'une colère définitive, d'un désir de vengeance. En fait, c'est peut-être un effet pervers de l'annonce d'un armistice. Ils en ont subi tant et tant que voir cette guerre se terminer comme ça, avec autant d'ennemis vivants, on a presque envie d'un massacre, d'en finir une fois pour toutes. On saignerait n'importe qui. Même Albert, terrorisé par l'idée de mourir, étriperait le premier venu. Or, il y a eu pas mal d'obstacles. En courant, il a dû dériver sur la droite. Au début, il a suivi la ligne, fixée par le lieutenant. Mais avec les balles sifflantes, les obus, on zigzague forcément. D'autant que Péricourt, qui avançait juste devant lui, vient de se faire faucher par une balle et s'est écroulé quasiment dans ses pattes. Albert n'a eu que le temps de sauter par-dessus. Il perd l'équilibre, court plusieurs mètres sur son élan et tombe sur le corps du vieux grisonnier, dont la mort inattendue a donné le signal de départ à cette ultime hécatombe. Malgré les balles qui sifflent autour de lui, en le voyant allongé là, Albert s'arrête tout net. Extrait du roman de Jean Giono, Le Grand Troupeau. Le jour est tout en brume. On n'a pas d'arbres, on n'a pas les collines, ni rien. Tout est par là-bas, derrière le mur blanc. Ça a juste un peu laissé l'herbe où on est assis, où Jules est couché, et puis une tache noire. Le tronc du pommier, là, où l'artilleur est mort. On n'a rien. Jules s'est éveillé, il a ouvert les yeux. Il a regardé Joseph, puis il s'est mis à regarder un grand morceau de brume et il est resté comme ça. C'est gris et c'est toujours pareil. Mais Jules a l'air d'y voir des choses, comme dans une profondeur. Puis Jules a fermé les yeux. Elle viendra, oui, cette voiture. La brume est brillante comme du sucre. Elle viendra, oui, se redit Joseph. Il y a une odeur de pourriture là, tout autour. Joseph s'est dressé. Il est resté un moment debout pour voir si Jules se réveillait. Non.
Il est entré bien profond dans le sommeil. Alors, cette odeur... Et Joseph est allé voir l'artilleur. Il est couché toujours pareil. Il a la figure dans la terre. La terre est humide dessous. Mais ça n'est pas là que ça se sent. Non. Ça ne sent pas encore ici. Et au contraire, c'est en venant ici que l'odeur s'en est allée. Et c'est en revenant près de Jules que l'odeur revient aussi. Et forte cette fois. Alors, il met la main sur l'épaule de Jules. Il est à 2 genoux là, à côté de lui. Jules, il a dit, Jules, mon vieux, réveille-toi. Doucement. Réveille-toi doucement, mon vieux. Quoi? Crie Jules. Quoi? La voiture? Non, écoute. Et puis Joseph s'est décidé et toute sa voix tremblait. Va falloir que je regarde un peu ton mal, vieux. Il enlève la couverture. Oui, c'est là. Il écarte ce drap du pantalon tout mâché et les paquets de pansements déroulés, et puis celui qu'on a laissé empaqué dans le trou. C'est là. La plaie s'ouvre. Ah, l'odeur. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est tout lit de vin là-dessous. Ça bouge comme un lait épais qui va bouillir et mousse doucement. Oh, crie Joseph sans y penser, comme s'il appelait tous ceux qui sont là-bas de l'autre côté de la brume. Quoi? Répond doucement Jules. Rien, mon vieux, rien. Ça semblait... Ça ne va quand même pas trop tarder maintenant qu'on vienne. Ça te fait mal? Non, je suis tout raide. Tu as soif? Ne me fais pas penser. Bois un peu, ça te mettra de l'humide là, au gosier. Voilà. Et puis, je vais remonter la couverture là, tu vois? Pas mal? Bon, on reste là. Attends, je vais jeter ça. Et il lance de l'autre côté de la brume les pansements pourris. Fonds des archives municipales de Mandelieu-la-Napoule, Fonds Bic Parola, Gaston Bertin. Chère maman, cher papa, j'ai reçu ta lettre qui m'a fait plaisir de vous savoir en bonne santé. Chère maman, si j'ai toujours la même soupe, encore pire. On nous fait lever à 4 heures du matin. Chère maman, je commence à languir. Et, beaucoup, j'ai attendu Irma, mais elle n'est pas venue. Il est venu un adjudant. Dis à monsieur Laurent qui lui parle s'ils peuvent me faire avoir des permissions car je languis trop. Écris-moi souvent. Tu me diras si tu reçois toutes les cartes. Recevez les meilleures caresses de votre fils qui vous aime. Oh, comme je vous aime, Antoine. Délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule, soutien de famille, séance du 10 août 1914. Monsieur le maire informe le conseil municipal que devant le départ du grand nombre de chefs de famille rappelés sous les drapeaux par la mobilisation, dont le départ s'est effectué dans le plus grand enthousiasme et le calme le plus parfait, plusieurs ménages se trouvent dans la gêne et, sous peu de jours, dans la plus noire misère. Il est du devoir des élus de parer à cette éventualité et de voter un crédit pour faire face aux premières nécessités. Le Conseil, oui les explications de Monsieur le maire, à l'unanimité des membres présents, approuve pleinement la proposition de Monsieur le maire de venir en aide aux familles dont les soutiens indispensables sont actuellement sous les drapeaux. Et, en attendant que l'allocation prévue par le décret du 2 août 1914 puisse leur être accordée, vote la somme de 500 francs qui sera prélevée sur les fonds disponibles de la commune. Fait et délibéré à Mandelieu, les jours, mois et ans que dessus. Fonds des archives municipales, Fonds Durieux. Voici la dernière carte que Jules enverra à son épouse Angèle. Il meurt le 5 mai 1918 d'une maladie, probablement pulmonaire, contractée en effectuant son devoir de soldat. Il sera reconnu mort pour la France par un acte transcrit le 4 avril 1919. Sur le recto de la carte, un jeune homme est à genoux devant une dame avec en légende « Seul avec toi, seul avec mon cœur tremblant, laisse-moi te répéter à genoux que je t'aime d'amour ardent, que tu es mon ange, mon bien, mon tout. » Jules a ajouté de sa main « Si cela était vrai, ô bonheur !»
Au verso de la carte tachée sont écrites ces quelques lignes. Adieu. Puisse te revoir dans le ciel, car j'ai bien souffert. Fonds des archives municipales de Mandelieu-la-Napoule, Fond d'Urieux. Brienne, le 24-12-18. Chère sœur, je m'empresse de t'envoyer quelques mots pour te dire que je suis rentré à bon port dimanche soir, quoique bien fatigué. Enfin, cela n'est rien car j'étais heureux malgré tout de te revoir ainsi que ma gentille petite nièce en bonne santé. Surtout, chère Angèle, sois courageuse dans l'adversité car tu as ta fille à élever et j'ose espérer que tu en seras fière plus tard car elle est très intelligente. Si tu pouvais aller faire un tour chez nous, tu ferais bien car notre chère Louise n'est pas très bien et en allant la voir, tu pourrais la réconforter un peu car elle en a besoin. Allons, chère sœur, au revoir. Embrasse bien ma nièce pour moi ainsi que la maman Baudouin. Ton frère qui t'aime et qui ne t'oublie pas. Rondeau Gaston. Gare de Brienne le château, Aube. Fonds des archives municipales de Mandelieu-la-Napoule. Fond d'Urieux. Taillette, 13 août 1914. Cher Augustin, nous sommes très heureux d'avoir de tes nouvelles et de te savoir en bonne santé. Tu me dis que tu vas partir ? Surtout, n'oublie pas de nous écrire souvent. Nous n'avons pas encore vu de soldats jusque maintenant. Il y en a à Rocroi, nous leur avons envoyé des pommes de terre. Tant que toutes nos affaires, tout est bien en place. J'ai fait pour le mieux. En attendant que revienne bientôt. Tu me demandes ce que l'on fait ? Nous avons fini de faner, le grain est fauché, nous avons bien travaillé tout le monde. La mère est venue avec nous au roulis, puis notre chère petite Yvonne, elle est bien contente avec son petit râteau. J'ai mis son petit lit à côté des nôtres. Et elle te recommande dans ses prières tous les jours. Papa est venu nous voir. 2 jours après que tu étais parti, croyant que tu étais encore là. Il nous a demandé pour rester avec nous quelques jours pour aider. J'ai préféré lui dire que nous avions fini en le remerciant. Dans la première lettre que tu m'écriras, dis-moi si tu as changé ton billet. Les laitiers marchent toujours, mais ils nous vendent le beurre qu'ils font. On va le vendre à Rocroi. Ma tante a été très bonne pour moi. Ils ne m'ont pris que le beurre, car on n'a pas facile pour le vendre, mais je fais pour le mieux. En attendant, cher Augustin, de tes nouvelles le plus tôt possible, reçois toutes nos amitiés de tout le monde. Tout le monde se porte bien, puisses-tu comme nous. Surtout, écris-nous souvent. C'est ce qui nous console. Ta femme chérie, qui t'embrasse bien fort. Yvonne, Angèle.